Bonjour Noémie Lemos, bienvenue à Dounia Reçoit, émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te reçois pour principalement discuter de tes derniers écrits. Donc on va parler de Hope, qui est un livre qui est un peu une ovni dans le milieu de la SF, mais pour les bonnes qualités, pour les bonnes raisons, pardon. Et puis on parlera aussi de ton travail de novelliste et je ne sais pas comment on peut dire ça, d'autrice de novella aussi, parce que ça, c'est intéressant. Donc, on va commencer par t'introduire, hein, par te présenter. Donc, je te donne la parole, présente-toi comme tu veux, sans trop entrer dans les détails, parce qu'après, on développera. Ça marche. Bah, merci beaucoup de me recevoir, Dunia. C'est très plaisant d'être là aujourd'hui, avec vous, tous et toutes, auditrices et auditeurs. Et donc, voilà, moi je suis Noémie, donc je suis j'aime bien me définir en tant que, autrice et ingénieure. Je suis une ingénieure, plutôt créative et une autrice, ingénieuse, plutôt scientifique, on va dire. C'est 2 aspects de ma personnalité et de ce que j'aime. D'où le lien avec, l'ASF, on en parlera ensuite. Et voilà, je vis en Bretagne, mais je suis née en Savoie, donc c'est 2 lieux qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je vis, près de Rennes, avec, 2 petits chats et tout un petit écosystème, doudou autour de moi, le cocon parfait pour écrire. Écoute, on va parler tu écris dans le domaine de l'imaginaire, très globalement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton intérêt pour ce genre ou ces genres? Parce que finalement, dans l'imaginaire, il y a Mmh. beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu es venue? Pourquoi ce genre-là particulièrement? Et si tu as après, je te demanderai un petit peu plus, ton, entre guillemets, «background» littéraire sur le sujet. Mais déjà, dis-nous un petit peu. Ouais. L'imaginaire, je pense que ça vient, de enfin, ça vient, c'est Tripal, il y a un moment, je sais pas trop pourquoi non plus, mais en tout cas, gamine, j'aimais énormément lire tout ce qui était, trait à la mythologie, aux contes et légendes, voilà, là, je suis en terre bretonne, j'avoue que je m'y plais très, très bien parce que je trouve que la culture, les légendes sointent réellement de la terre, je le sens presque quand je suis dans le jardin. Donc je pense que ça m'a portée, naturellement vers l'imaginaire. Enfant, je faisais pas la relation entre les genres, je savais même pas que les genres, existaient. Enfin, il y avait des Ouais, livres, ils étaient oui. cool, je les prenais tous et puis voilà. Et en fait, je suis arrivée en Bretagne on est en 2024, il y a 10 ans, pile poil. Et en arrivant en Bretagne, dans la voiture qui m'amenait, j'étais tombée sur La Serre détective des dieux de Sylvie Miller et Philippe Ward aux éditions Critiques. Et il se trouve que, bah, les éditions critiques sont rennaises, donc quand Ah oui. notre projet de vie a marché, qu'on s'est installé à Rennes, je dis: «Oh, oh, je vais aller les voir», en leur disant que c'est bien, et j'ai ouvert la porte. Et là, donc je suis tombée sur, des libraires, passionnants, passionnés, toute la team critique, Xavier Dolo notamment, avec qui j'ai échangé, qui m'a mis des livres dans les mains et puis qui m'a aussi, bah, en fait initiée. C'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait ce courant des littératures de genre par rapport à les littératures qu'on dit plutôt blanches, le thriller et cetera. C'est des questions que je m'étais jamais posées. Et c'est vrai que, naturellement, j'ai beaucoup d'imagination. Et je suis très à l'aise avec, tout ce qui déborde de la réalité. Donc ça m'a plu. J'ai appris un petit peu, voilà, comment ça structurait, avec un point de vue un peu plus, voilà, libraire, bibliothécaire, il y a la science-fiction et cetera. Parce qu'à l'époque, Critique faisait les mercredis de l'imaginaire rennais. Donc une fois par mois, on se retrouvait. Et c'est vrai qu'il y avait eu, Simon et Xavier avaient fait des thématiques par genre. Et en fait, voilà, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir, pendant, 2 heures de soirée. Alors là, ce soir, on traite de la science-fiction. C'est quoi la science-fiction? C'est quoi les sous-genres? On va traiter de la fantaisie et cetera. Donc c'est vrai que ça m'a aidé à Ouais. structurer. Oui, je t'ai coupé la parole, mais non, continue. Oui, Donc non, ça ça t'a aidé à je structurer? pourrais parler pendant des heures, mais je vais Ouais. peut-être attendre la prochaine Mais question. pourquoi tu as voilà, tu m'as quand même pas dit pourquoi tu t'es mis à en écrire? Parce que Ouais. il y a beaucoup de gens qui lisent l'imaginaire effectivement. Qu'est-ce qui t'a fait franchir tu aurais pu écrire,
des polars, tu aurais pu écrire qu'est-ce qui t'a amené là? Ce que j'aime beaucoup dans l'imaginaire, il y a déjà naturellement cette capacité à voir des choses qu'on ne voit pas, qui matériellement parlant, en termes de matière, physique, dans ce monde n'existe pas. Hem Et c'est vrai que ça m'a toujours interpellée, j'étais une enfant avec énormément Mmh. d'imagination, bon, il y avait des dragons, des licornes, des trucs même bizarres, sans nom, un petit peu partout, là où je me promenais. Donc c'était une appétence, naturelle et c'est vrai qu'après en tant que vraiment qu'écrivaine, autrice où j'écris à destination, d'un public, pour des personnes, j'aime beaucoup l'imaginaire, le fait que ça ce pas de côté que ça permet, heu, déjà moi, en fait, des fois en me préservant tout simplement parce qu'il y a des choses absolument, horribles qui se passent dans le monde, qui sont pas toujours faciles à affronter telles quelles, pour avoir lu, en collège des récits quand même, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur, Mmh. des tortures, sur des trucs vraiment pas sympas. C'est dur pour moi quand je sais que ça a réellement existé et c'est vrai que l'imaginaire, c'est toujours une façon de faire un pas de côté pour approcher ça, sans, déprimer complètement. Et puis en c'est un outil aussi parce que, moi, c'est une question de sensibilité, mais il y a des personnes pour qui c'est plus difficile, qui vont être heurtées si on va faire passer un propos politique tout de suite par, des histoires vraies. Il y a des gens qui, au contraire, ont besoin de ça et il y a d'autres personnes comme moi j'aime bien regarder à des systèmes. La science-fiction, un outil magnifique parce qu'on peut imaginer aussi dans le futur, donc Mmh. il y a ce côté de on prend à part et en fait, on regarde, on traite plein de questions très actuelles, mais un peu avec, voilà, ce vernis de C'est la assez narration. figé. Mmh. Ah, est-ce que à quel et ouais, c'est vrai que moi j'ai vu un petit truc, je sais pas à Eh quel oui. moment tu m'as perdue. Non, ça a duré une seconde, hein, ça a duré une OK, c'est seconde. bon. Mais c'était, comme tu disais, q le moment où cette idée effectivement de se mettre de côté et puis de regarder, Ouais, heu, ouais, c'est j'ai lu, Niska de, Eva Martin, je l'ai juste sous les yeux. mmh, Typiquement, elle traite de la question de la colonisation. C'est hyper bien fait, mais c'est, dans un univers de fantasy et du coup, on s'enlève, des histoires de couleurs de peau, mmh, de pays différents et cetera. C'est exactement la même histoire, mais, bah, il y a un côté plus ludique parce qu'on parle de contrées qui n'existent pas, de différentes peuplades. Il y a pas d'elfes pour le coup, mais ça pourrait. Au Langar aussi, merveilleux livre, qui traite du socialisme. Ah, je suis pas assez calée, mais Maxime, je sais plus, mais quelque chose quand même de très social, via des nains, des elfes et cetera et ce côté ludique permet de se mettre dans des sujets qui, de prime abord, moi la première sont pas toujours évidents à rentrer dedans, mmh. et de rentrer dedans bien comme il faut. Donc pour continuer, est-ce que là, tu as cité plusieurs auteurs. Est-ce que tu enfin, retournons vers le passé, Mmh. l'adolescente ou la je ne sais pas quel âge tu as commencé vraiment à lire, à beaucoup lire parce que je pense Ouais, que tu es une lectrice ouais. pour avant de devenir autrice et est-ce qu'il y a un ouvrage, un film, bande dessinée, un manga, quelque chose qui t'a marqué et qui tournerait un peu en arrière-plan chaque fois que tu imagines une histoire ou que tu essayes d'écrire une histoire? Est-ce que Et c'est vrai, alors après, je pense que comme tous les écrivains, on est avant tout des gros lecteurs. mmh, C'est ça qui ouvre, l'imaginaire et c'est vrai que moi, comme beaucoup, je me suis mise à écrire parce que, bah, les livres se terminaient et que j'avais pas envie que ça se termine et que mmh, c'était cool de prendre les personnages. J'ai commencé par, je sais pas si c'était le tout 1er, je suis pas sûre, mais, au collège, fin collège, début lycée, je fais comme tous les jeunes de ma génération, j'écris des fanfictions d'Harry Potter. Harry Potter, Avec d'accord. des amis et Eh puis on se oui. bétalisait et cetera, avant même de savoir que ça s'appelait de la bêta lecture. À l'époque, on mettait ça sur des forums où, fallait qu'on se connecte, en temps limité. Je faisais sur Word, puis je copiais-collais parce que, on payait la bande passante, à la minute. Eh oui, ça Là il a eu là, je cette me dis: «Je période. commence à vieillir». Mais c'est vrai que ouais, le tout premier livre, j'ai dû lire assez jeune, je pense, enfin, ça doit être CP, CE1, enfin, classiquement, et j'écris tout de suite parce que j'ai encore mes petits carnets, hem, mes petits journaux intimes.
Et après, c'est vrai que j'ai adoré Arsène Lupin. Je pense qu'aujourd'hui encore, c'est probablement le livre que j'ai relu le plus grand nombre de fois parce que je déteste relire les choses, mais à l'époque, Mmh. Arsène Lupin et Harry Potter, il faut le dire quand même, hein, comme beaucoup de gens aussi de ma génération, mais pas que, je crois que ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a mis dans le bain, mais je dévorais tellement les livres que la bibliothécaire du CDI, m'apportait les siens. Je pouvais prendre les livres avant, qu'ils soient emballés et cetera. Quand ils arrivaient je déballais les cartons avec elle et cetera. Bon, j'avais une vie sociale de zéro, hein, à l'époque, mais par contre, je devais tourner un livre par jour quasiment. Enfin bref. Ah oui, ah Ah oui, oui. non, j'ai arrêté de lire en marchant quand je me suis pris un lampadaire, mais c'était un peu poussé aux extrêmes à l'époque. Et c'est vrai que du coup, ouais, j'ai eu toute cette partie enfance-adolescence qui était baignée par plein de choses, du policier, de l'historique. J'ai lu énormément de choses sur l'Égypte ancienne, sur, la mythologie grecque, les mythologies aussi, plus folkloriques, traditionnelles, que ce soit Savoie, Bretagne. Déjà à l'époque, la Bretagne me faisait rêver parce que, Déjà, c'est le pays des elfes, des léprochauns, enfin léprochauns, un peu plus haut, mais des fées, de la légende arthurienne, et cetera. Il y a eu Harry Potter qui a été, Seigneur des Anneaux, là ça a été les premières fois où j'ai mis le nez dans la fantaisie sans savoir que c'était de la fantaisie. D'ailleurs Harry Potter à l'époque où il est paru, c'est ma mère qui m'a dit: «Mais si, lis-le, lis-le». Elle a passé 1 an à me dire: «Lis-le» avant que je le prenne parce que, j'avais l'âge d'Harry Potter quand il est paru, donc je devais être c'était au troisième, donc je devais être en quatrième, enfin troisième livre, et cetera. Et en fait, pour moi, c'était déjà pour les enfants. Enfin, je lisais Mmh. depuis très longtemps et donc je voulais pas le lire. J'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux, c'était plus classe et puis bon, bah, j'ai fini par lire Harry Potter et c'est vrai que, ouais, ça a commencé mes premiers gros récits comme ça. Et puis après, il a fallu choisir, en termes d'orientation scolaire et ça, c'est un point dont je parle beaucoup parce que ça me tient très à cœur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le système est un peu plus ouvert, mais n'empêche, à l'époque, en troisième, il y avait la seconde qui se préparait et en seconde, il fallait choisir entre littéraire ou scientifique, et c'était vraiment un choix dichotomique, c'était l'un ou l'autre, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé énormément de questions. Je lisais beaucoup, je passais, autant de temps au conservatoire à l'époque, dans la musique qu'au collège, heu, mais c'est vrai que partir, côté un peu littéraire, artistique, c'était se couper des sciences et j'adorais la biologie, j'adorais les maths, enfin, je suis quelqu'un de pas très compliqué, je suis assez curieuse, donc j'adore à peu près tout, surtout si j'apprends. Surtout si j'apprends un truc que j'aime bien. Et du coup, bah, je suis allée dans la filière scientifique, et en fait, j'ai un peu voilà, dans ma tête, je me suis un peu dit: «Bon, bah, scientifique, pas, je serai pas écrivaine, enfin, je vais être ingénieure, vétérinaire, ingénieure», ça brassait et puis après, bah, j'ai fait de la prépa, alors prépa assez, exigeante, donc ça occupe pas mal, mais en prépa, Mmh. j'écrivais aussi, Ah, tu ça arrivais à écrire? bah, c'était jouer du hautbois, j'écrivais, Mmh c'était mh. mes passe-temps, qui me permettaient de souffler. Et après, je suis allée en école d'ingénieur, donc spécialisée, plutôt dans l'agriculture et l'horticulture à Angers. Je me suis un peu rapprochée de la Bretagne à l'époque. Je me disais: «Je vais à Angers, attends, c'est de la Bretagne, je vais y aller, il y aura la mer et tout ça». Bon, j'étais un peu déçue en y arrivant, mais c'est une ville très sympa quand même, donc j'ai bien apprécié, l'étape angevine. Et c'est vrai que là, en école d'ingénieur, c'est le moment où j'ai un peu fait une pause, en écriture, en lecture. En tout cas, le débit, c'est pas que j'ai complètement arrêté, mais le débit était beaucoup moins fort, parce que, bah, vie un peu plus prenante et puis entrer dans le monde professionnel. Oui. Donc là aussi, hein, c'est des années, qui sont quand même des années, exigeantes, pas de vacances, hein. Faut savoir quand même quand on fait des études, c'est quand même, 4-5 ans sans vacances, heu et en fait, je me suis remise à lire, c 5 ans, 4-5 ans après avoir commencé à travailler, à un moment où en fait, bah, je pouvais pas vivre sans, en fait, ça me manquait. J'étais en dépression, ça allait pas, et du coup, bah, je me suis remise à lire beaucoup Mmh. et je me suis remise aussi à écrire, en mode, ben, je fais ça pour moi. C'était vraiment, ma façon de me soigner, en fait. Et puis, bah, c'est le moment où 1 ou 2 ans après, voilà, Paris m'étouffait et je suis arrivée à Rennes et comme je disais, je suis entrée chez Critique et là, j'ai rencontré des auteurs et des autrices en chair et en os, et justement la clé d'entrée, c'était La Serre détective des dieux, mais je dois beaucoup à ce livre et à Sylvie et à Philippe et c'est les premiers auteurs à qui,
j'ai écrit en fait où c'était tellement bien, je fais: «Attends, mais ils existent pour de vrai là, je peux leur écrire et tout ça», donc je leur envoyais des mails, comme ça, dithyrambiques sur, «J'adore ce livre, mais vraiment La Sœur détective des dieux, ever quoi, je l'adore» et et du coup, bah, ils viennent en dédicace à Critique à un moment, ça devait être pour le tome 3 ou 4, donc j'en ai déjà eu un paquet et ils avaient déjà eu l'occasion de recevoir un paquet de mails de ma part. Je pense très, très admiratif et Philippe me regarde avec son petit accent du sud que je saurais pas refaire, donc j'essaye pas, j'essaye plus, j'essaye c'est bah, il me regarde et fait: «Mais tu vois Noémie, on est des humains comme les autres». Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, ça a fait un déclic en me disant: «Ben, ah oui, oui, c'est vrai qu'être auteur, c'est un métier, en fait». C'est pas, voilà, je j'ai cassé cette croyance de, la muse, ou de: «J'ai pas fait, littéraire, donc je peux pas être autrice». J'écris pour moi, pour ma famille éventuellement, mais pas plus, quoi. Et il y a eu Philippe, il y a eu Lionel Davoust, bien sûr, que j'ai rencontré à Rennes via Critique. Ça a été un des premiers auteurs, ouais, que j'ai rencontré et en fait, Lionel a fait la même école que moi, d'ingénieur sur l'antenne rennaise, mais c'est vrai que ça m'a déjà un peu marquée. Alors il a fait un autre choix, il a pas continué le cycle ingénieur, il a pas pris un travail pur d'ingénieur, mais déjà là, je me suis dit: «Ah tiens, on peut switcher» et puis Lionel, podcast procrastination, si jamais quelqu'un dans le public ne l'écoute pas, écoutez-le. Parce que c'est vrai qu'il les 3-4 hein, avec Laurent Genefort, Estelle Faye, Mélanie Fazi et Lionel, m'ont aussi aidé à déconstruire les croyances et les équipes, les mercredis de l'imaginaire rennais, Critique, tout ça m'a permis en fait comprendre que le auteur, autrice, c'est un métier, qu'il y a une filière du livre, que les éditeurs ont des métiers, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, et ça, en fait, ça m'a ouvert la porte. Quand j'ai compris comment tout ça fonctionnait, je me suis dit: «Ah bon, bah, en fait, c'est «classique» entre guillemets, je sais faire, c'est rédiger un CV, c'est faire ses preuves, c'est comme un cursus d'ingénieur. On fait des stages, on apprend des choses, on tente», donc je suis allée, bah, suivre des cours, d'écriture, bah, à l'école Les Mots de Lionel justement. J'avoue que je je dois pas mal de techniques narratives, à Lionel qui fait des master class de dingue, vraiment qui sont hyper utiles. J'ai eu la chance aussi de faire des ateliers via les Utopiales, ça devait être 2015 ou 2017, je sais plus, avec Estelle Faye aussi, qui m'a beaucoup appris et on est dans un milieu où voilà, je n'ai reçu que des encouragements, des motivations de la part de toutes les personnes qu'il y avait autour de moi et tous les auteurs, autrices, multi-publiés et c'est vrai que ça, bah, ça m'a aidée aussi à me sentir un peu plus légitime. En 2019, j'ai fait, sur un modèle, je sais plus quel est l'américain qui fait ce modèle-là, mais en gros, alors, lui a fait, une, nouvelle par semaine. Pendant un an, il écrivait une nouvelle par semaine. C'est, Saïd, mon ami Saïd qui l'a fait aussi. Moi, je me suis limitée à une par mois, mais je me suis dit pendant un an, je réponds à un appel à texte de nouvelles par mois et puis au bout d'un an, il y en a bien un qui aura marché. Ça aussi, je crois que c'est technique à Lionel, toujours au moins 2 textes, dans le circuit. Et j'ai fait ça en 2019 et du coup, bah, 2020, j'ai eu une nouvelle qui a été publiée chez Oniri, hop, dans, Mécanique Montre-nous. des classes. Et puis après, il y a eu Marmite et micro-ondes, il y a eu Critique qui m'a demandé un texte. En fait, c'est comme ça, petit à petit, que ça a pris, et du coup, bah, je suis passée à, un petit peu plus gros, notamment Hope, mon premier roman Voilà. dont on parlait. Heu, donc heu, donc voilà. Ouais. Donc du coup, ça c'est un long cheminement qui a quand même abouti à ce que tu sois devenue une autrice à ton tour finalement Mmh. et c'est tant mieux pour nous que tu aies écrit tes livres et en fait, je voulais te demander aussi, j'ai une question à te poser parce que Mmh. c'est assez enfin, c'est symptomatique, ça veut rien dire. Tu as écrit un roman, donc Hop, qui est Mmh. sorti chez, Time Lapse en 2023, qui est un roman de science-fiction. Mmh. Tu as aussi écrit une novella qui est beaucoup plus récente, Ouais. que tu publies toi-même, qui s'appelle Neige. Alors c'est dommage, on voit pas bien Ah, le ah si. le Ah, ah si, voilà, c'est une très, très belle couverture, très mmh, Noël en plus oui. et donc c'est une novella, c'est un texte court et puis tu as écrit, avec un groupe d'écrivains, Mmh. tu as eu une aventure assez extraordinaire donc du coup là c'est chez Bragelonne, Amazonie spatiale où tu as écrit, une nouvelle, qui je la retrouve, La toile de l'espace.
La toile de l'espace, voilà, donc qui tourne autour de bah, tu nous expliqueras en fait, plus tard, mais enfin pas tant plus tard que ça, mais est-ce que pour toi il y a une différence entre écrire du court, parce que la nouvelle, est vraiment courte, du moyen, si on peut dire, c'est les boucles d'or là, et un roman de 300 pages quoi, ou plus. Donc est-ce que pour toi ça, il y a une différence dans la conception, dans la rédaction? Enfin, est-ce que Mmh. tu as ta Ouais, propre expérience? ouais, il y a une différence de format et puis il y a une différence de public aussi. Ça se voit pas encore là, mais mon prochain roman, c'est de la jeunesse et j'ai aussi essayé d'écrire des petits textes courts pour la jeunesse, et du coup, je vois ça selon le format et le type de récit, de public, c'est vrai que c'est pas le même travail. J'ai le format court est beaucoup plus difficile. J'avoue que dans Amazonie spatiale, vu toutes les informations qu'on avait, tout le Mmh, contexte et cetera, se faire rentrer enfin il faut déjà sélectionner et ensuite il faut que ça rentre dans 30 000 signes, c'était très, très dur. Et puis c'est vrai que mes nouvelles, ont quand même ce petit côté de on en veut plus. C'est vrai que la nouvelle reste quelque chose de pas facile, pour moi parce que mmh, bah, j'aime bien m'étendre. Je pour l'instant, je me sens pas de nature et de caractère à m'étendre sur, une heptalogie, de 3 millions de signes, clin d'œil Lionel. mmh, Mais par contre, j'ai quand même besoin d'un background minimum et j'aime bien la novella pour ça, parce que la nouvelle, c'est un chouïa trop court ou alors des textes, très courts. J'ai eu un moment de de grâce quand j'ai fait le match des Imaginales d'écriture. C'était l'année en octobre 2021, je crois, où là, voilà, il y avait 2 heures, il y avait j'ai pas eu le temps d'aller trop réfléchir, et du coup, j'ai fait, une nouvelle, une idée et le texte fait, 2 pages et fonctionne très bien. Au tout début, j'avais commencé aussi, j'avais fait les concours de nouvelles à Châteaugiron dans ma ville, que j'avais remporté aussi, au tout début, et là aussi, c'était, 1 page, et disons que je sens maintenant que quand je vais écrire court, il faut que j'ai qu'une seule idée. Parce que du moment que je commence à faire un peu de recherche, à vouloir exprimer une idée, un truc plus mmh. gros et tout ça, bah, en fait, j'ai besoin de plus de place. Et je me rends compte que souvent mes nouvelles, là, j'ai envoyé une nouvelle et en fait, le retour c'est: «Ah ouais, non mais quand même, faudrait minimum une novella». Donc la nouvelle passe en novella et là, ce que je commençais en me disant: «Ah, j'ai envie d'écrire une novella», bah, en fait, ça fait 1 an que l'idée tourne, donc j'ai eu le temps d'écouter des podcasts, de me faire des avis, de me dire: «Ah tiens, je veux ça, ça, ça». Bon, bah, j'ai commencé à écrire les premières scènes. Au bout de 50 000 signes que j'avais fait que 3 chapitres, je me suis dit: «En fait, c'est pas une novella, c'est un Non, roman». non, Et ça Hope c'est d'ailleurs aussi, je crois, parce que Mariam me l'a fait mmh. me l'a repointé l'autre jour. En fait, je crois qu'au début, Hope, c'était censé être une novella. Ah oui, mais c'est un roman, Mais c'est un roman, alors c'est pas un roman énorme, mais il fait 450 000 signes, je crois. Enfin, c'est un ouais, je pense que ma taille de confort, c'est du 400-500 000 signes, c'est pas mal. Heu, donc c'est vrai que c'est très, c'est c'est très différent, ouais. C'est pas les après la nouvelle, ce qui est bien, c'est que ça permet de tester des idées et de voir justement si ça mmh, prend, si ça fonctionne et ça permet aussi de travailler la technique plus que dans un roman parce qu'il faut aller à la l'effet, il faut être plus court dans le texte et j'avais adoré, c'était, ma deuxième nouvelle, c'était chez, Géphir, Marmite et Micro-ondes et là aussi, j'envoie un texte et Olivier Gechter, me renvoie un mail en mode: «Ah ouais, c'est top et tout ça, alors, bon, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein d'idées quand même, ce serait plutôt un roman et en fait, par contre, la toute première scène, elle fonctionne très bien et on voudrait juste celle-là pour, l'anthologie». Du coup, c'est une de mes nouvelles les plus courtes. Bon, c'était une page, on en a quand même fait 3 quand j'ai réécrit. Mais par contre, on a pu travailler au mot près, quoi et ça, c'était vraiment, vraiment chouette d'apprentissage, d'être sur quelque chose de très, très court. Donc oui, c'est vrai parce que que ça, j'aime bien aussi. tu travailles avec un quasiment comme tu dirais avec une balance quoi. Oui, C'est le nombre de mots, ouais, mais justement parce que dans Amazonie spatiale, ta nouvelle, il y a quand même beaucoup de personnages et il y a 2 idées. ouais. Donc C'est pour ça qu'elle a été dure. tu dû souffrir pour, l'écrire. Ce qui Est-ce que est tu peux nous dire un petit peu ce que c'est mmh, que ce projet, ouais. Ce qui est cool justement, c'est que c'est un projet collectif. Donc voilà, on donc a je le été, montre, ouais, ouais, Amazonie ça se spatiale, donc c'est chez Bragelonne et ça c'est sorti il y a pas longtemps, hein, heu, au avril printemps. 2024. Voilà, Ouais. au printemps c'est sorti.
et c'est une résidence d'écriture, en fait, donc c'est Amazonie Spatiale, c'est, un appel à candidature pour mêler, à la fois de l'art, avec, un côté, écrivain, écrivaine, mais de tous les milieux. Donc on était 15, science-fiction, il y avait, bah, Sylvie Denis, Silène Edgar, Michael Roch, et des plus jeunes auteurs d'imaginaire comme, ben, moi-même, Sylvie Poulain, Mickaël Raymond, Saïd, et puis on a eu aussi des collègues qui venaient du milieu du théâtre, de la poésie, de l'anthropologie. Donc on était 15 comme ça, mélangés, et on a rencontré, tout un cortège de scientifiques, réunis par Matrice. Donc Matrice, c'est un institut d'innovation technologique qui justement veut mettre en relation des mondes qui, ne se parlent pas souvent, Mmh. ou pas, voilà, parce qu'ils sont souvent à part. Donc c'était, sponsorisé par, l'Agence spatiale européenne, hein, qui a des budgets dédiés à, la comment? À la culture, à expliquer ce qu'ils font, et cetera. Donc c'est vraiment là le nœud du projet, et c'était une résidence d'écriture itinérante, donc en fait pendant 6 mois, tous les mois, on est allé à des endroits différents pour rencontrer différentes personnalités. Donc, il y a eu une session à Paris où, j'ai adoré parce que pendant 2 3 jours, toutes les heures, on avait quelqu'un, ou quelques-uns, des fois ils étaient plusieurs qui venaient nous parler d'un sujet. Donc, il y a Roland Lehoucq qui nous a parlé de, «Doit-on renoncer au spatial?» J'ai adoré cette conférence. On a entendu parler d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est le sujet de ta nouvelle. Oui, totalement. Totalement, parce que quand je l'ai entendu, j'étais là, je fais: «Mais oui, carrément». En plus, on parlait de spatial, de trucs, la biologie dans l'espace, c'est quand même quelque chose de très, à la fois passionnant, mais à la fois, pas encore foisonnant, quoi. Et puis la pollution, enfin tout ça, j'avoue que quand je l'ai entendu, je suis partie en mode: «Ah ouais, ouais, non, mais le spatial de demain, c'est pas de spatial». Et puis, bah, voilà, en écoutant des juristes, en écoutant des scientifiques, j'ai rencontré, bah, Élise Collin, qui travaille sur une méthode, alors les termes techniques m'échappent, mais en gros dans les satellites pour observer la planète, et en fait qui me montre une carte. Son outil de mesure permet de mesurer en fait les flux qu'il y a, dans, les arbres, dans les «vaisseaux sanguins des arbres» entre guillemets, et en fait sur un an, on voit une carte de la planosphère, et en fait on voit l'activité de la forêt équatoriale, et on voit la forêt équatoriale respirer. C'est juste une carte, hein, ça fait juste ça au gré des Mmh. saisons, mais c'est tellement marquant, tellement, et en plus, elle est sur cet outil-là, et elle explique que ça, bah, après l'application médicale sur terre, c'est de faire un scanner qui permettrait, quand on rentre un humain dedans, de voir en fait toute la circulation des vaisseaux sanguins. Et il faut savoir que les cellules cancéreuses sont des cellules où, on a, énormément de vaisseaux sanguins autour. Donc en fait, ça permettrait de diagnostiquer les cancers tout de suite, sans aucune ouverture, intervention, et cetera, de façon rapide. Alors, bien sûr, c'est dans 10 20 ans, mais c'est vrai qu'en voyant ça et plein d'autres choses, c'est, le spatial, tous les satellites qui nous disent aussi, qui mesurent le réchauffement climatique, la montée des eaux, qui permettent de voir quand les tempêtes arrivent. Enfin, il y a tellement de choses que, au final, je me suis fait: «Ah non, on va pas non plus renoncer à l'espace». Toute chose, comme la biologie, n'est jamais toute blanche ou toute noire, donc j'essaie d'écrire une nouvelle, qui propose un chemin un petit peu différent, parce qu'il y a plein de gradients, et on est dans une société qui en ce moment se fragmente. Je dérive un peu du sujet, mais voilà, c'est dans tous mes écrits, ça me tient à cœur de dire, c'est pas, tout blanc ou tout noir. C'est pas, voilà, je pense que c'est mon propre traumatisme, hein, c'est pas scientifique ou littéraire, on peut faire les 2. Puis il y a des moments, ça sera plus science, il y a des moments, ça sera plus littéraire, et en fait, c'est la vie et ça bouge, quoi. Donc, donc voilà, donc pour revenir à Amazonie Spatiale, on a fait, des sessions à Paris, on est allé à l'Observatoire de Paris. Moi, j'ai eu la chance d'aller, à l'Eurospace Center en Belgique. Il y a alors je vais dire un camp, mais un camp, c'est pas le mot, mais c'est un camp, c'est pour les enfants, les classes, les scolaires. Moi, j'ai accompagné un club d'astronomie, parisien, donc des enfants de 7 à 14 ans, et pendant 4 jours, il y a une mission, on se fait l'entraînement des astronautes, donc avec, des chaises rotatives, des chaises, 0G, donc des trucs très fun, et puis avec aussi des simulations de lancement de navettes Columbia, plein de choses, de la pédagogie en fait, ludique. Et ça m'a permis d'être avec les enfants. Je fais ma première colonie de vacances, j'avais 36 ans, c'était trop bien. D'où le fait que, voilà, j'ai voulu vraiment écrire une nouvelle pour les jeunes aussi, parce que, l'objectif de la résidence étant d'écrire des futurs alternatifs
et positif si possible, enfin en tout cas de proposer une variation d'imaginaire autre que: «On va tous mourir à cause du réchauffement climatique et des élections aériennes». Je passe qu'il y a plein de trucs. De proposer d'autres panels, et c'est vrai que 2075, bah, les enfants là, je me dis: «C'est eux qui vont le vivre, c'est pas moi, hein». Et donc j'ai écrit pour eux. Et donc pour terminer, une fois qu'on a fait la Belgique, je suis allée à Toulouse aussi, et puis on a fait 10 jours en Amazonie, en Guyane, puisqu'on parle beaucoup du spatial, mais en fait le spatial, il est, dans ce territoire excentré, qu'on garde un territoire européen parce que c'est stratégique, parce que c'est de là-bas que la fusée, par effet de rotation planétaire, coûte le moins cher en carburant à envoyer, qui coûte quand même très, très cher et pollue beaucoup, hein, mais un Mmh. petit peu moins que si on l'envoie, de France. Et voilà, et là on voilà, j'ai mis le pied dans des problématiques que, en tant que femme, blanche, savoyarde, j'avais jamais vraiment rencontrées concrètement. Problématique du colonialisme, de Mmh. l'expropriation, des enfin plein, plein de choses qui étaient assez, marquantes, heureusement d'ailleurs. Et Oui. qui sont un peu, chahutées et qui font que, ce recueil, parle du spatial, mais parle de notre rapport aussi à l'espace au sens large, à Mmh. l'extérieur, à qu'est-ce qu'on fait? Comment on part? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller ailleurs? Et comment on traite, les écosystèmes et les formes de vie ou pas, qu'on trouve ailleurs. Mais c'est effectivement, moi quand j'ai vu le livre, comme je connais j'ai des amis guyanais, j'y suis allée, que je connais un peu la sensibilité au sujet de Kourou, donc qui est la ville où est la base spatiale, heu, en Guyane. C'est vrai que après la préface est de Taubira qui est de là-bas. Ouais. Ah oui, oui, c'était, Voilà, on a donc été c'est qui patronnés par, heu, Christiane Taubira, donc ouais. elle fait des sauts Mmh. heu, ouais, et par, Claudie Aigneret, première femme, européenne astronaute dans l'ISS, dans l'espace. Et c'est vrai que ces 2 personnalités étaient géniales parce que très complémentaires, des points de vue très différents. Il y a le côté Mmh. scientifique, le côté plus, pragmatique, et c'est vrai que voilà, c'est aussi grâce à Christiane que, on a appris toute l'histoire, tout le traumatisme de cette base spatiale Kourou. En fait, c'est aussi grand que la Martinique, c'est énorme. On s'imagine, moi, spatial, Ariane, Mmh. du métal, des boulons, des non, c'est la forêt vierge là-bas. Et en fait, c'est cet espace énorme, il a été pris aux Guyanais, les gens ont été expropriés, enfin, Mmh. c'est moi ce qui m'a marqué, c'est nous enfin moi j'y suis allée, je suis arrivée avec ce côté: «Ouais, on va parler des fusées, des étoiles et cetera», et puis il y avait aussi ce côté un peu biologique de: «Je vais enfin rencontrer la forêt amazonienne». Hem et en fait, quand on est là-bas, oui, on est beaucoup plus dans la forêt, dans des problématiques très concrètes de, qu'est-ce qu'on mange, comment l'eau elle est potable, comment on survit et comment les gens, d à Cayenne, les bidonvilles n'ont pas l'eau potable. On l'a mise pendant le covid, mais après le covid, bah, on l'a coupée parce que c'était plus, le plan je sais plus quoi, c'est pas Vigipirate, c'est les plans sanitaires et cetera. Et ça, quand des gens nous expliquent ça, on est dans un restaurant, nickel, on mange et enfin, le décalage, quoi. Et on allait voir des des enfants aussi là-bas et les enfants, ils habitaient à côté de la fusée, mais la fusée, ils c'est enfin, oui, elle existe pas pour eux, c'est pas leur quotidien. Ils sont tellement éloignés de ça. Un gamin de 6 ans, voilà, je c'est discuter, nouer le contact parce que culturellement, il y a tout nous oppose, quoi, et c'est pas toujours, facile. Et le petit qui me dit, «Ah moi, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir une voiture». Et moi, l'adulte moi qui dis: «Ah tiens, voiture, pollution, machin, mais bon, je vais pas juger, ouais, OK, stop. Et tu ferais quoi avec ta voiture?» «Je pourrais sortir du quartier, aller travailler». Le gamin, il a 6 ans, quoi. Alors je «Oh, oh la vache!» Ouais, C'est: le problème «Oh! de Ah là, la fusée, je suis pas montée au ciel, hein, c'est atterrissage». Et ouais, et ça, c'est vrai que j'étais à 1000 lieues de m'imaginer parce que voilà, on a un discours aussi, en disant: «Oui, ça apporte de l'emploi, ça aide les gens là-bas», il y a toujours des choses qui sont positives et qui aident, mais n'empêche, le premier jour, je suis entrée dans la base spatiale, 90 j'adore les stats, 90 des scientifiques que j'ai vus étaient plutôt de carnation très pâle et 90 des agents de sécurité, des femmes de ménage que j'ai croisées étaient plutôt de carnation, sombre. Et je fais: «Ben,
ouais, quand même, c'est dès le premier jour, il y a un truc qui a râpé et ça râpait tout le long. Mais il y a des choses, je pense que, voilà, j'avais besoin de les vivre pour, savoir, comprendre, C'est ouvrir la sûr. porte du sujet. Pas tellement comprendre parce que je vis pas vraiment non plus. Bah, écoute, on va rester dans le côté social, mais en prenant de la distance puisqu'on va aller sur, une planète qui s'appelle Hope, donc et puis qui est un roman finalement de colonisation, mais de l'espace cette fois, enfin d'endroits où et donc j'aimerais bien que tu donc je le rappelle là, il est paru chez Timelapse Mmh, là cette année en 2024. Il est disponible aussi sous format numérique, donc c'est assez mmh, facile de le trouver et j'aimerais bien que tu me parles de l'histoire de ce livre, de la thématique que tu as choisie, pourquoi donc, j'avais dit: «Pourquoi un roman?» mais en fait, on en a déjà parlé puisque tu m'as expliqué. Mais, pas qu'on en parle après, j'ai mmh, 2-3 questions sur, Hope en particulier et donc voilà, comment tu as écrit ce livre? Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Parce que ce n'est pas du space opéra basique, enfin «basique» entre guillemets, c'est pas critique ce que je dis, parce que j'adore ça, mais, mmh, c'est pas des gens qui sont partis à la conquête, c'est pas Star Trek qui sont partis découvrir, c'est des humains qui sont partis vivre à 200 années-lumière, je crois. mmh. Non, 200 200 années années-lumière. terrestres, Enfin, non, lumière. c'est lumière parce qu'il faut, enfin lumière. Non, l'année-lumière, c'est 20 années-lumière parce Oui, qu'il faut 20 ans pour que les signaux arrivent, mais par contre, j'ai considéré qu'on voyageait à 1/10 de la vitesse de la lumière, du mmh, coup, il faut 1/100 et il faut non, 1/10, il faut 200 ans. voilà. C'est bien calculé, il faut que je retrouve mes notes, j'avais Voilà, c'est calculé, entre mais les j'ai déjà oublié. calculatrices, c'est pas grave, 200 ans en tout cas, c'est-à-dire, ça 5 ou 6 générations, je sais pas. Mmh, C'est beaucoup de temps pour, et bah, écoute à toi mmh. de Je pense que je vais commencer par le pourquoi j'ai écrit le livre et dans quel contexte, parce il explique une partie des choses, en fait. Hem, c'est vrai que ce qui m'a poussée à vouloir écrire, ce qui m'a donné, la confiance pour écrire à destination des autres, c'est comme je racontais, le fait de rencontrer des auteurs, des autrices qui avaient des mmh, parcours comme moi, qui étaient scientifiques, littéraires. Ça m'a donné la légitimité de me dire: «Je peux écrire quelque chose que je donne à lire à des personnes et qui sera professionnel. Je peux me professionnaliser et ce sera bon dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pourrai toujours ouvrir le livre et pas, rougir de honte mmh, comme quand j'ouvre mes premières fanfictions dont tous les paragraphes se terminent par: «Et tous rire de bon cœur». Donc ça, c'était la ouais, 1re étincelle et en fait, la deuxième à peu près au même moment, mes sœurs, mes 2 petites sœurs, tombent enceintes, en 2017, et c'est vrai que mes sœurs, donc comme je disais, je suis originaire de Savoie, j'habite en Bretagne. Mes sœurs sont en plus allées, vraiment très loin dans la montagne, dans les Alpes du Sud, donc elles vivent à entre 12 et 15 heures de route, que ce soit en voiture ou en train ou en avion, peu importe. C'est minimum, 12 à 15 heures. Et c'est vrai que quand elles m'ont dit ça, j'ai pour la première fois, j'ai eu envie de transmettre quelque chose, et je me suis dit: «Je vais écrire, quelque chose pour elles en tant que de femme enceinte». Enfin, elles portent la vie, moi j'ai envie de porter aussi un projet et quelque chose à transmettre, que ce soit à elle, en pensant à elle et pour mes neveux-nièces qui vont naître. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, je sais pas et un livre, c'est vrai que c'est une discussion, c'est transmettre une discussion à sens unique, mais ça passe au-delà du temps et de notre vie purement biologique et ça me fascine et donc pour leur première grossesse, j'écris, Neige, une petite novella qui parle justement de l'esprit de Noël qui nous caractérise, dans ma famille avec mes sœurs, et qui parle déjà de mes valeurs et de la transmission de mes valeurs à, mes neveux-nièces et donc je demande à Marielle, qui terminait son master d'édition à ce moment-là, je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux m'aider à le mettre en page, à faire la correction, pour que voilà, là, je vais l'offrir à des bébés, qui viennent de naître et qui le liront dans 15-20 ans parce que c'est un récit qui reste un récit adulte». Heu, mmh, Parce que justement cette double lecture de mes neveux-nièces et mes sœurs. Et donc cette aventure se passe très bien en 2018 et en 2020, confinement, 2020, Marielle, me contacte, petit texto en me disant: «Écoute, j'ai envie de lancer un petit projet maison d'édition, éthique, et puis, j'ai envie, bah, voilà, de me faire plaisir, de travailler aussi avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler et j'avais adoré quand, tu étais venue me chercher pour Neige et qu'on avait travaillé ensemble et du coup, j'aimerais bien refaire ça, donc est-ce que tu aurais un texte à me proposer?»
et en même temps, à peu près à 2-3 semaines, d'écart, Pauline, ma petite sœur me dit: «Ah, je suis enceinte» et Clémentine, mon autre petite sœur, me dit: «Ouais, moi aussi». Donc là, je vais «Eh ben, ça tombe bien» entre guillemets, 2 pour le prix d'un. À nouveau, je vais écrire un roman à destination de mes futurs neveux et nièces, heu du coup, ça sera le roman que je vais proposer à Marielle. Et donc toujours avec cette volonté de transmettre, mes valeurs, mais là, c'est vrai que je voulais un roman, je voulais peut-être un peu plus de moi, mais aller dans des choses que j'aimais et qui me correspondaient un petit peu plus. Et puis à ce moment-là, je regarde Interstellar, magnifique, film qui m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que l'espace-temps, pédagogiquement génial. Et à un moment, par contre, gros trou dans le scénar en tant que biologiste, que femme aussi, il y a un truc qui me fait tic. Ils sont 3 ou 4 dans un vaisseau qui a quitté Mmh. la Terre, donc qui est très isolé. Ils ont un plan A qui est de, trouver une planète où ils pourront rapatrier les humains restés sur Terre pour, aller vivre sur la planète, puisque bien entendu notre planète est plus vivable. Et puis là, ils disent: «Bon, si on n'y arrive pas, on a un plan B, il y a des fœtus dans le vaisseau». Idée géniale, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, notamment voyager à la vitesse de la lumière et cetera. Donc des fœtus par contre, FIV, ça marche hyper bien, tout ça, nickel. Par contre, les gars, parce qu'en fait c'est les gars, ils ont qu'une seule femme dans l'équipage et comme tous les astronautes, faut de l'expérience quand même, je pense que le personnage est censé avoir entre 35 et 40 ans. Donc moi je calcule et je fais: «Alors attends, il faudrait qu'elle ait le temps de faire 3-4 enfants, mais il faudrait que ce soit des filles parce que 3-4 on peut pas recréer une diversité génétique ou alors c'est vraiment super, super, supra compliqué. Raphaël Granier de Cassagnac l'a fait dans un de ses livres, il a tout calculé avec des petites populations. Donc faut bien génétiquement parlant, faut pas se louper, vous vous procréez pas avec qui vous voulez. Et donc là, en fait, moi je me dis: «Mais si j'avais envie, si on voulait réellement aller sur une planète pour s'installer, bah, en fait, ce serait quand même beaucoup plus simple d'avoir des femmes et d'avoir des embryons. Parce qu'il y a 2 choses que, au jour d'aujourd'hui et en rencontrant des scientifiques dans l'Amazonie spatiale, j'ai confirmé, on est très, 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 très loin d'atteindre la vitesse de la lumière encore plus sur des objets, déjà juste des objets de l'ordre du millimètre, ils sont à peine à essayer sur le micron et encore plus sur des vaisseaux, énormes, multigénérationnels et cetera. Donc, Star Wars, moi qui est aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais bien entendu baigné dans Star Wars, Mmh. ça, vitesse de la lumière, youhou! Non, no way, on oublie. Et il y a Oui, autre oui. chose qu'on est très, très loin d'avoir, c'est, la procréation ex utero. Ça aussi, c'est un trope de la science-fiction, on adore ça, le meilleur des mondes et cetera, on fait des bébés, hop, plus besoin des corps. Moi-même qui ai un rapport un peu la grossesse, ça m'a jamais vraiment fait envie, je trouve ça hyper sexy comme idée. Mais en fait, il y a pas l'ombre du début de quoi que veuille nous en faire croire Musk et cetera. On vraiment, on ne sait pas du tout faire. Donc je me dis: «Ben». Ça a été l'étincelle pour commencer Hope. Je me dis: «Bah, une planète, en fait, il faudrait que des femmes et il faudrait qu'elles portent quand même des» enfin, on ne pourra pas en apporter beaucoup parce qu'il faudrait voyager longtemps. L'hibernation, ça, on a des pistes sur l'hibernation en disant que ça peut protéger du rayonnement cosmique. Donc je me suis dit: «Bah, hibernation, mais une dizaine, une vingtaine de personnes grand maximum» parce que la ressource énergétique, elle est énorme. On peut pas embarquer 500 personnes en hibernation, là aussi, c'est mort. Donc 20 femmes, taux de réussite, hein, parce qu'à un moment, faut être lucide, 50. Donc ça fait 10 femmes en capacité de procréer une fois qu'elles sont arrivées sur la planète, donc il faut qu'elles engendrent des femmes, et ça pendant un certain nombre de temps, avant de réintégrer une autonomie génétique, c'est-à-dire le caractère, masculin. Et justement, c'est là où tu introduis donc couple de héros, enfin couple, c'est un enfant et sa maman, Ouais. donc qui, tout à coup, on pense qu'on est prêt pour, refaire du garçon quoi, en gros. Bah, c'est ça. En fait, pourquoi enfin si, pourquoi un Planète Mmh. Opéra? Parce que Mmh. j'avais envie, en tant qu'autrice, pour Mmh. un premier roman, enfin, puis c'était, je sais pas, ce qui a jailli à ce moment-là. D'un coup, j'avais envie d'avoir ma petite planète et de faire ce que je voulais dessus. Heu, privilège d'autrice. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, OK, c'est une planète, il y a des femmes», et en fait, il y a
pareil dans un côté scientifique, ce qui est, parfois grisant dans les sciences, avec les maths notamment, j'aime bien les maths, j'y connais rien, hein, mais le peu que j'ai fait, j'aime bien. Et c'est vrai que des fois, c'est grisant de se dire, «Ah, c'est carré, c'est juste, c'est faux». Là, pour le coup, c'est noir ou blanc, c'est le numérique, c'est Mmh. l'informatique, 0, 1, même si c'est le maths de base et qu'il y a bien beaucoup plus, dès qu'on met de la stat, c'est plus noir et blanc. J'adore la stat. Et et c'est vrai qu'on peut avoir un peu, c'est aussi un trope de la SF, de se dire, ben, on peut tout faire parfait, carré, tout scientifique. Un peu le côté, notre nouvelle religion, c'est la science va tout résoudre. Et je me suis emparée de ça en disant: «OK, on va faire le truc idéal. On a une planète, il y a absolument aucune trace de vie de ce qu'on considère comme de la vie dessus, donc pas de question de, parasites, maladies et cetera. Il y a de l'eau, elle est un peu dure à prendre, mais il y a de l'eau et du coup, on peut recréer, la planète Terre d'une certaine façon. On va faire un peu de la terraformation, à très long terme. Et du coup, ben, on envoie, des pionnières, légèrement génétiquement modifiées pour que les filles, elles soient assez sereines dans leur vie. Elles bossent, c'est pas métro boulot dodo, c'est boulot dodo, c'est tout. Mais OK, ça marche, ça tourne, système de procréation, utilisation du corps, mais en fait, un peu comme dans Le meilleur des mondes qui m'avait vraiment marqué en fait, quand on n'est pas libre mais que tout roule, roule, mais est-ce que c'est vraiment c'est roulé? Mais en tout cas, on est dans ce délire scientifique de, «Ah bah, c'est parfait, tout le monde est content, nickel». Et là, la biologiste en moi et l'humaine en moi a dit: «Non, mais il y a toujours quelque chose, même si on fait en sorte que tout soit carré, ben, en fait, c'est pas ça la vie et la vie va reprendre, va revenir». Et dans Hope, en fait, la vie revient sous la forme, de Jade, qui est une ingénieure qui est un petit peu différente, qui a un fonctionnement un peu différent, qui résout du coup plein de soucis que, on n'avait pas prévu qu'ils se poseraient et qui du coup sait, improviser, c'est, voilà, un côté très ingénieur. Et qui en même temps de ce côté très scientifique, a aussi parce que les 2 sont liés, c'est pas séparé, a, ce côté de, cette envie d'amour et a envie d'avoir un enfant. C'est-à-dire vraiment au sens où on l'entend, j'aime pas utiliser l'instinct maternel parce que qu'est-ce que vraiment l'instinct et tout ça, mais en tout cas dans ses Mmh. tripes, elle a envie d'avoir un enfant, elle a envie d'aimer un enfant. Et du coup, bah, la communauté quand elle pose ça, la communauté qui est dans un système de on porte des enfants, on met au monde des enfants qui sont ensuite élevés par la communauté, en couvée, toutes les petites filles ensemble et cetera. Tout est très c'est une société basée sur l'âge. On fait toutes les tâches, selon l'âge. On est jeune, on s'occupe des plus jeunes et cetera. La société lui dit: «Ah OK, bah, c'est vrai que dans le mode d'emploi qu'on nous a laissé, à un moment donné, on nous a dit: «Il faut recréer, la cellule familiale, humaine», ce qui est en fait terrestre et pas humaine, mais c'est considéré comme humain. Donc OK, on te donne, le premier petit garçon et puis du coup, tu vas habiter avec lui à part». Parce que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Il y a un mode d'emploi sur Hope. Hop, tu coches cette case-là, tout est très rigoureux, donc toi, tu as droit à un appartement avec, du coup, ton fils. Donc Acha arrive et Acha, il se trouve que comme il y a plein de problèmes dans la cité et que les ressources commencent à manquer et ben, le programme de natalité s'arrête et du coup Acha, bah, c'est le dernier. Et il est tout seul, petit garçon et il est à part parce qu'il est tout seul à vivre avec sa maman, qui en plus est très prise par son boulot, donc elle est toujours un Ouais. peu pas toujours là et il est pas dans la cour et du coup, bah, c'est cette histoire de comment est-ce qu'en fait, sociétalement parlant, on crée une différence. Il y a et puis pareil, c'est jamais noir blanc, elle est un peu là, et puis on remet une couche par-dessus en disant: «Toi, tu es il, toi, tu es pas pareil». Acha, il a 8 ans, c'est pas encore un âge où vraiment on comprend qu'on est pareil, enfin, je mais c'est pointé et du coup, bah, Mmh. voilà, quel va être son cheminement, et comment, bah, l'amour que lui porte sa mère, l'amour qu'il partage avec sa mère, l'amour sous toutes ses formes, qu'il a aussi la sensibilité qu'il va avoir avec son environnement, va faire que, voilà, ça va entrer en résonance et où je vais travailler en fait sur ce roman la question de c'est quoi, vivre et c'est quoi habiter, une planète plutôt que coloniser une planète. Oui, d'ailleurs, c'est une société qui est figée aussi, qui s'est figée puisque les dysfonctionnements sont là parce qu'il y a plus le ressort pour rebondir. Finalement, ce ne sont plus des entre guillemets «des pionniers», elles sont ces dames-là, elles se
il y a du conflit, il y a des il enfin, il y a une aventure là-dedans. C'est pas juste un livre qui raconte, une colonisation. C'est il y a beaucoup Ouais. de caractères forts et il y a une planète effectivement qui est quand même étrange parce qu'on creuse, on cherche quelque chose et le garçon, donc Acha, a une relation avec cette planète qui est particulière et là, on frôle les limites finalement d'un autre genre littéraire. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop les trucs, enfin, j'adore à la Mmh. fois faire des trucs carrés et en même temps, c'est pour mieux en sortir. Mmh. Donc on pourrait, presque appeler on pourrait ranger dans de la science fantasy, dans plein de choses et la question qui est quand même, scientifique derrière, et j'aime beaucoup cette citation de Einstein, je sais plus qui, mais qui dit en fait: «Toute, science non détectable et non comprise est perçue comme de la magie», en fait. C'est pas Heu Clark qui avait dit ça? Je sais ah plus. oui, si, 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 c'est Clark. Ah ouais. On retrouvera, ouais. ouais et en fait, je me suis posé la question dans ce côté, parfois et ce qu'on a aussi, nous, en se disant: «Ben, OK, on sait qu'il peut y avoir des écosystèmes, peut-être qu'il y a de la vie sur d'autres planètes et cetera, on a quand même appris des choses, on n'a pas envie d'aller, coloniser, quelque chose qui existe déjà, de détruire un Mmh. écosystème». Donc on choisit, j'invente pour ça, hein, la planète Hope n'existe pas du tout. J'invente une planète où on se dit, «Ah, celle-là, c'est nickel, il y a pas la trace de pète de quoi que ce soit, c'est que du sable et dessous, il y a de l'eau». Donc en fait, il suffit d'avoir une pompe et on peut tout recréer. On va pas, ni, rentrer, avoir des problèmes avec, des autres formes, de vie, des protéines différentes de nous qui seraient incompatibles, qui nous tueraient ou on va aller, détruire, empiéter des choses, comme on l'a fait sur, la planète Terre. On prend un truc qui est parfait, qui est juste un caillou et on va se poser dessus, du coup, il y aura pas de problème et pour éviter qu'il y ait des problèmes, en plus, on va envoyer des personnes, on leur dit pas à quel point on s'est merdé sur la Terre. On oublie l'histoire, on leur laisse juste un manuel d'utilisation pour dire: «Il faut forer comme ça, il faut planter comme ça, la patate c'est ça, la pollinisation, des tomates c'est comme ça, il faut manger 3 fois par jour, il faut faire ça et tout ça». Voilà, vraiment très, très factuel, on enlève tout pour éviter de refaire les conneries sur la planète Terre. Et en fait, dans ce scénario un peu, idéal scientifique, le point c'est mais, en fait, il y a c'est hyper biaisé ça. Qu'est-ce qui fait que, un écosystème, on n'aurait pas détecté notre conception de la vie soit pas vivant? Ça, c'est une question qui me fascine. C'est quoi le vivant? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi, Mmh. c'est quoi cette espèce d'indicible qu'on essaye toujours de courir après? Et un écosystème où il y a pas d'ADN, parce qu'aujourd'hui notre conception de la vie, c'est une conception surtout d'ADN, même les virus d'ADN et de reproduction, moi j'ai des études de bio, j'ai très bien appris que le vivant, c'est la capacité à se reproduire en autonomie, à transmettre son patrimoine en autonomie. Donc même les virus, on ne sait pas totalement si c'est vivant ou pas parce qu'en fait, ils ont besoin d'autres biologies pour réussir à se reproduire. Ils ne sont pas autonomes. Là, en fait, je voulais poser cette question de: «Mais est-ce qu'on se trompe pas? Enfin, on est naturellement biaisé. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être vivantes sans avoir de l'ADN et dont on n'aurait pas forcément conscience, qui peuvent être à des échelles qui nous dépassent?» Et c'est ça, c'est Achat, la sensibilité qu'il a, la solitude à un moment qu'il a, fait qu'il ouvre toutes ses pores et qu'il va toucher quelque chose qui peut être de l'ordre de la magie, parce qu'on ne la comprend pas, mais qui est simplement de l'ordre du non compréhensible, parce que pas comme nous. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas comme nous que, on peut pas au final quand même est-ce que parce qu'on comprend pas, on peut pas nouer des relations? Est-ce qu'on peut pas aussi avoir, de la bienveillance et est-ce qu'on ne peut pas vivre ensemble, même si on est différents? D'ailleurs, cette planète, la façon dont il entre en contact avec elle, parce que c'est assez fascinant, c'est à partir de en fait, ça lui fait redécouvrir l'histoire de sa planète d'origine. Mmh. Parce qu'il y a des scènes qui se passent, clairement sur Terre et il y a ce dossier aussi, c'est de la passation, l'identité, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, en fait, et on a l'impression que c'est une société qui s'est aveuglée et qui a perdu une partie de sa mémoire ou d'ailleurs tu as la technologie. Quel est le rôle de la technologie là-dedans aussi? Bon, là, on va pas Oui, déflorer le sujet, mais il y a ouais. quand même beaucoup de choses,
qui font que Ouais. ça revient quoi, c'est Et c'est marrant parce qu'en fait, quand j'écris, il y a beaucoup de choses que j'ai pas conscientisées. Parce que j'ai vraiment écrit aussi, comme ça, mmh, synopsis, mais en pensant et surtout, je voulais avant tout écrire un roman qui soit facile à lire, accessible à tout le monde. Parce que mes neveux, nièces, quand ils ont 15 ans, 16 ans, 20 ans, qu'ils le liront, je ne sais pas s'ils aimeront la science-fiction ou pas. Qui transmettent mes valeurs. Et ensuite, avec, l'œil notamment de mes éditrices, de Marielle et d'Hélène, j'ai vu effectivement et au fur et à mesure que les retours des lecteurs, je vois des fois même des choses que j'avais pas vu que je les ai mises dedans. oui, oui. Mais c'est tout un écosystème, assez, complexe et il y a effectivement ce côté de la technologie sauveuse, mais qui en fait est biaisée parce qu'elle est issue de nous et forcément notre singularité, on est subjectif, on est un et on a un seul angle de vue. On essaye de l'ouvrir, mais c'est comme nos yeux, on ne voit pas derrière nous, on ne voit pas l'infrarouge, il y a plein de trucs qu'on cerne pas. On essaye de le toucher du doigt, mais on c'est la vie de voir, sous un certain angle aussi. Et Oui, forcément, en fait, même si on essaye d'enlever tout le vernis, tout, ben, non, ça marche pas. Et ce côté de suppression de l'histoire, de se dire: «Mais en fait, si on envoie et qu'on ne laisse pas voir les erreurs du passé, bah, forcément, en fait, forcément, on va refaire les mêmes aussi. Il y avait J'avais envie de montrer ça, je pense que s'il y a un passé ici on connaît pas le futur, mais on se souvient très bien du passé. Ce qui est une vision mmh, conceptuelle, l'espace-temps est quelque chose, le temps va dans un seul sens, mais on pourrait très bien imaginer qu'on puisse voir le futur, mais non, on voit le passé, donc c'est bien pour une raison donnée qu'on voit le passé et pas le futur. Enfin, je voulais montrer ça aussi. oui, en plus, l'importance du passé, en l'occurrence, est ici vitale. Ouais, ouais C'est et vraiment, c'est la vie ou la mort de la colonie qui ne ouais, peut plus attendre, finalement, qui attend parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils attendent l'arrivée de nouveaux colons, ouais. de nouveaux pionniers. Je ne sais pas comment dire ça Ouais, je sans dis le souvent mot colon. pionnier parce Voilà, que parce que le mot colon, je colon, même le mais mot pionnier est aussi est ouais, aussi mais c'est surtout qu'en fait, voilà. comme il y a énormément de femmes et que tout Mmh. est au féminin, écrire colonne, au début j'écrivais colonne, mais Mmh. c'est vrai qu'en français, là, je me suis heurtée, bah, à la difficulté de la langue, des chaque mot, ce qu'il porte et colonne, clairement, à la Ouais, c'est lecture, ça passait pas donc c'est un objet, j'ai oui, dû là, m'y c'est tenir. oui. Ouais, Mais c'est ou d'ailleurs, c'est ça qui est drôle enfin drôle, qui est étonnant dans le roman, c'est que même, il y a qu'un garçon. Je veux dire dans le langage mmh, d'écriture, quand tu écris, tout est féminisé en fait, comme si alors que dans la règle, en fait, mmh, il y a un garçon, on donne la langue le suit. Alors que là, en fait, c'est l'inverse. mmh, C'est aussi une démarche, féminine ou féministe ou linguiste, je ne sais mmh, pas, que tu as eue? ouais. En fait, alors c'est déjà une, difficulté de ma part qui suit alors je suis ingénieure, mais c'est vrai que je travaille beaucoup dans les chiffres et les stats et l'analyse des chiffres. Hem J'avais créé mon monde, donc je savais très bien qu'il y avait 5 000 femmes et un garçon et d'écrire «il», ça passait pas. Là, c'était vraiment trop énorme, et je me heurtais à ça et j'en ai parlé, à mes éditrices et Marielle et Hélène me disent: «Ah non, non, mais attends, l'orthographe, c'est pas, enfin personne enfin c'est pas une loi en fait, on va pas te mettre en prison», encore heureux, peut-être qu'un jour ça viendra, malheureusement, mais aujourd'hui, on va pas te mettre en prison Mmh. parce que, tu n'utilises pas la règle d'usage en cours et notamment, Hélène et Marielle m'ont recommandé ce petit livre que je conseille à tout le monde qui Mmh. est «Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, petite histoire des résistances de la langue française» d'Éliane Viennot. Je vous conseille aussi, plus court, à regarder en 20 minutes, la conférence, le TEDx, La faute de l'orthographe, je retrouve leur nom, d'Arnaud Wade et Jérôme Piron. Voilà, tous ces linguistes qui font le travail et j'ai découvert à ce moment-là, que, bah, la langue est, comme le dit très bien Hélène, je cite Hélène Boulard: «La langue est un logiciel open source qu'on peut tous utiliser et qui a eu plein de formes différentes et qui existe sur plein de formes. C'est un outil pour communiquer les uns avec les autres et pour faire passer des messages». Mais après on l'utilise, chacun, chacune et l'utilise elle vit, en permanence. C'est pour ça qu'on appelle ça une langue vivante. Et il se trouve qu'avant, les réformes, l'Académie française, Richelieu, tout ça,
le il y avait, on utilisait beaucoup la règle de l'accord de majorité. Moi, en tant que statisticienne, j'adore cette règle. Il y a plus de femmes, on accorde au féminin, il y a plus d'hommes, on accorde au masculin. C'est d'une égalité parfaite. Enfin, parfaite, je sais pas, mais statistique, donc ça me plaît. Il y a aussi, l'accord de choix que j'ai utilisé quand on est à égalité. J'ai beaucoup de situations où il y a Acha et sa mère, Acha et sa Ton sœur, amie Mélodie, oui. voilà, et Mmh Mélodie, mh. donc là, j'ai dit «elle». Ça c'est un petit peu plus, dur, mais voilà, je voulais aller frotter un petit peu, et montrer en fait que le fond serve la forme. Dans l'idéal de l'idéal, en fait, je serais allée écrire un roman avec que des mots féminins, pour montrer que dans l'idéal, j'aurais même inventé une langue parce qu'en fait, le genre n'avait pas d'existence sur Hope, et les pionnières sont envoyées aussi avec une langue qui est extrêmement simplifiée. Mais j si j'écrivais dans ces si j'inventais et j'écrivais dans cette langue-là, c'est comme, le langage des elfes de Tolkien, à moins de vraiment se mettre et d'apprendre cette langue-là, on le lecteur, la lectrice, faire quelque chose Oui, il accessible à tout va le monde, j'y étais plus. mais J'ai c'est plus les plutôt compétences. une méthode de langue presque Ouais. qu'un roman. Mais c'est vrai que ça doit pas être, facile parce qu'il faut que le lecteur se rende compte rapidement que ce ne sont pas des fautes de frappe, ni de la mauvaise Ouais. orthographe, ni de la mauvaise grammaire, ni de l'inculture, mais que c'est bien, donc c'est même à construire, ça doit pas être facile parce que Et bah, ça a été enfin ça a été, non, on a fait des tests quand même. Il y a des mmh, moments, par exemple, on a travaillé aussi sur les mots épicènes, sur les mots féminisés. Tous les noms de métiers et cetera, on les a mis au féminin, on a mmh ressorti mh, d'anciennes formes, doctoresse et cetera. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, par exemple, pour le mot enfant, heu, comme je parle beaucoup de couvées, du mmh, groupe de petites filles, j'ai essayé d'écrire enfante et ouais, et j'y arrivais pas. Là, pour le coup, en fait, je l'ai fait aussi au ressenti. Il y a des choses, je me suis dit: «Tiens, ça va, ça passe bien. Ça, ah, c'est pas évident, mais tiens, justement, ça vient un peu chercher» et des fois, voilà, on grappe un peu, ça ouvre un peu notre champ de perception. C'est comme doctoresse, au tout début, même autrice. Même moi, la première fois que je me suis dit: «Mais si, mais je peux dire autrice plutôt qu'auteur». Au début, j'étais là, je fais: «Ah, c'est un peu bizarre». Puis après, je me suis dit: «Bah, acteur, actrice, auteur, autrice, enfin non, c'est logique» et maintenant, ça me choque quand j'entends auteur pour une femme. Je dis: «Ah non, mmh autrice». C'est en fait, c'est une question, notre cerveau, il s'habitue à plein de choses et du coup, je suis allée un peu chercher ce que moi j'avais comme limite, ce que je voulais transmettre en me disant: «Je veux quelque chose qui change un peu, mais sans sortir le lecteur et la lectrice de leur, lecture». Et c'est vrai que les retours que j'ai qui me font extrêmement plaisir, c'est: «Ah ouais, non mais ça passe crème en fait». C'est facile à lire, c'est on le la lectrice ne se heurte pas à tous les mots en disant: «Ah attends, c'est elle? C'est bizarre». Voilà, ça passe, c'est logique, et là on est dans la bonne enfin, pour moi, la bonne utilisation de la langue, c'est mh. l'orthographe est au service, du message, en fait. Et effectivement, ça fonctionne, très bien parce qu'une fois qu'on a compris qu'on était dans un univers complètement féminisé, puisqu'il y a que des femmes, à part ce petit garçon qui d'ailleurs, qui construit son identité donc il sait Oui, pas en qui fait, il lui-même, comprend pas, enfin il voilà, a des des combats. projections sur, un homme adulte, c'est pas évident parce que Mmh, physiquement il voit enfin il est pas bête et finit par comprendre, mais mmh, il voit bien qu'il y a des différences, physiologiques, physiques, enfin tout ce qu'on veut, d'apparence en tout cas et c'est intéressant, enfin parce qu'il y a ce jeu-là aussi de l'identité de la planète, de l'identité de cet enfant, de l'identité du groupe finalement, de son histoire avec la terre et en fait c'est construit quoi. Puis c'est un roman, je le dis, c'est un roman, il y a quand même de l'aventure, il y a des mmh. il y Oui, a, enfin des choses terribles qui se passent parce que en fait la planète se révolte contre eux en gros. On va laisser découvrir et j'avais une question, je te l'avais posée un peu parce que j'ai lu d'autres romans qui se passaient comme ça, où effectivement il y a cette idée, on arrive dans une planète où il y a rien, mmh, où on va pas détruire, on va pas se battre contre des microbes différents, contre mmh, lesquels on ne peut pas se défendre. Et en fait, il y a le désert. mmh, Et pourquoi donc le désert? Parce que ça aurait pu être une planète rocheuse, ça aurait pu mmh. être, pourquoi le désert? Ça, c'est mon choix de Le cœur. désert sableux en plus, le Ouais, désert le désert sableux. de sable. Oui, Ah, oui. c'est,
Ouais, c'est enfin, c'est attends, enfin, je corrige, c'est tout à l'heure, j'ai dit orthographe, mais c'est grammaire. Là, je me suis trompée, ça me perturbe. Mmh. Donc pour Mmh passer sur mh. le désert, maintenant que ceci Mmh. dit, hem, ouais, c'est comme je disais gamine, j'ai énormément, énormément lu, de choses sur l'Égypte ancienne. C'était mon monde, et en fait, le désert, c'est quelque chose qui me fascine, dont je n'ai que très peu l'expérience parce qu'une fois, j'ai réussi à mettre un tout petit pied, en sortant de Marrakech dans un bout de désert, dans un voyage professionnel, mais voilà, je sais pas vraiment si ça compte, mais déjà ça m'appelait. Mais, mais ouais, c'était déjà un choix de cœur parce que c'est quelque chose qui fait référence à moi, qui est mon monde intérieur, le plus ancien, le plus profond. Donc, comme j'étais dans la transmission, le premier roman, enfin, j'avais vraiment envie d'utiliser ça. Et puis, il y a aussi, bah, en plus sur un prime, bah, le trope, de la SF parce que, bah, oui, Star Wars, je l'ai vu comme tout le monde, gamine, c'était aussi mon univers et pareil, peut-être que cette fascination me vient à la fois, de ce que je lisais sur l'Égypte ancienne et aussi, des super scènes, de Star Wars dans le désert de sable, sur Tatooine. Pour le coup, j'ai jamais lu Dune, je l'ai découvert, là au cinéma après avoir, écrit Hope, mais pareil, c'est le Mmh. genre de décor, c'est comme la mer, et c'est comme les montagnes. J'ai la chance d'avoir quand même, grandi dans un environnement qui alors c'est pas totalement sauvage, mais qui reste quand même, qui a toujours été il y a toujours une action de l'homme quelle qu'elle soit quelque part, hein. On connaît plus du Mmh. sauvage, mais qui est quand même très grand et monumental et qui sort un peu de l'emprise humaine et qui nous dépasse. En fait, c'est ce sentiment aussi de petitesse et du coup, ouais, je me suis servi de ça. Puis le dernier, point, c'était aussi ce côté, je veux quelque chose qui soit, presque stérile, en fait. Alors le Mmh. désert réellement sur terre n'est pas du tout stérile, mais voilà, c'est ça l'est plus et puis après en tant qu'autrice, c'est vrai que pour un premier roman, c'était aussi, plus simple d'être dans quelque chose de très, de très uniforme, heu et je me suis attaquée après à des à des choses un peu plus, baroques et luxuriantes. Bah, dans Neige, il y a la montagne effectivement, il y a les éléments, il y a là, on change de monde parce qu'on est revenu sur la Terre, mais c'est une Terre du futur qui est assez étonnante. Là, si tu peux nous en dire quelques mots, là, le temps tourne, mais je pense qu'on va encore prendre un petit peu de temps pour parler de Tu me dis neige. ceci, mais avec moi ça peut durer toute la nuit. Mais oui, neige pour le coup, c'est vrai que souvent et pour l'instant mes premiers écrits, c'est vrai que c'est la neige ou le sable. J'aime bien jouer avec les opposés, et neige là vraiment c'est, d'où je viens. Là pour le coup, c'est l'expérience physique et personnelle de ces espaces immenses recouverts par ce manteau neigeux qui est magique. Là aussi, on je me souviens en prépa, j'étais à Grenoble, à un moment en plein cours de physique, la neige se met à tomber et on est des jeunes de, 20 ans. On fait des cours de physique, on sait très bien ce que c'est que la neige, quels sont les processus météorologiques et cetera et c'est pas grave! Tout le monde se lève pour aller courir à la fenêtre, pour regarder la neige tomber. C'est le truc qui arrive, quand j'étais jeune, ça arrivait 10 fois dans l'année, et là, le prof de physique, il nous dit: «Ouais, mais non, mais c'est que de l'eau, machin, machin». Ben non! En fait, la neige, c'est vrai que c'est un matériel fantastique de percevoir notre humanité. Heu, on peut se dire: «Oui, c'est que de l'eau qui fait comme ça», mais non, en fait, c'est de la poésie à l'état pur, la neige et heu et c'est ça que je voulais mettre en action dans Neige, avec ce côté de, ben, on est en train de vivre la disparition de la neige, hein, là d'où je viens, la mer de glace, c'est l'image la plus connue et frappante, mais la mer de glace, des photos que j'ai moi-même dans l'album de famille quand j'étais enfant et Mmh. de là maintenant quand on y va, quelqu'un qui n'a jamais vu la mer de glace, il y va, il comprend pas pourquoi ça s'appelle la mer de glace. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mer de cailloux. C'est gris, De c'est ça cailloux, n'a rien à ouais. voir avec ce qu'il y avait. Mmh. Et la neige, gamine, ça m'est arrivé de voir aller à Chambéry, qui est vraiment pas en altitude, au collège, à pied, parce que malgré toute l'infrastructure, les chasse-neige et cetera qui sont là-bas, bah, il est arrivé quelques exceptions de fois où, on pouvait pas déneiger, on y allait à pied. Les lacs gelés, on pouvait marcher dessus, enfin ça, c'est fini. Mes sœurs le vivent parce qu'elles sont en haute altitude, mais là aussi, c'est de plus en plus rare. Et c'est vrai que ouais, je me suis dit: «Mes neveux, nièces, ils naissent dans un monde, ils vont connaître encore un peu la neige enfant, mais,
Là, tout ce qui est la vie montagnarde est en train de se restructurer sur comment on transforme nos stations, comment parce que le tourisme Mmh. est économique, enfin ça met plein de choses. La disparition de la neige, on est dedans et c'est vrai que j'avais besoin d'écrire quelque chose qui fasse réapparaître, la neige. Je spoil un peu la fin, mais bon, il s'appelle Neige donc vu la Oui. couverture et cetera, je pense que tout le monde a compris. Mmh. Oui, mais enfin, il y a autre Et chose. Il y a aussi une société qui est complètement aseptisée. ouais, c'est Est-ce c'est que tu imagines? Parce que là, du coup, hier, j'étais à c'était Les Villes du futur, c'était, ah oui, ah comment ça bah oui, s'appelait là, le livre de les dessins. de voilà et et en fait, comment tu vois ce futur quoi, dans ta littérature, bien sûr, ouais. J'aime pas le voir pessimistement parlant, parce que, c'est bien de voir les dangers, mais on en Mmh. est tous très conscients. Suffit la radio le matin quand elle s'allume à 8:00, Ouais, elle nous faut dit tout plus ce qui allumer va la pas donc radio à 8:00, ouais, voilà, enfin il c'est pas faut plus. 8:00 tout le temps, mais mais on le Mmh, sait et c'est vrai que j'ai pas encore parlé de Becky Chambers, mais dans les lectures qui m'ont, plus récemment dans mon parcours, mais vraiment marqué au moment justement où j'écris Hope, c'est quand j'ai lu Becky Chambers et de lire quelque chose qui soit positif, Apprendre si par bonheur. Enfin, ce livre est salvateur, vraiment, lisez-le. Il est pas très long, il y a pas un ce qui manque un peu, c'est effectivement l'action, le suspense, mais voilà, d'imaginer des si on imagine des futurs positifs, en fait, c'est ce qui va aussi nous permettre de les saisir et de les faire. Il y a rien qu'on ait accompli qu'on n'ait pas pensé avant. Hem et c'est vrai que moi, j'ai besoin de mettre en scène des choses qui vont bien se passer et dans Neige, en fait, je me suis dit: «Bah, OK, admettons, certes, va y avoir des dégâts, mais admettons qu'on fait bien les choses à un moment, voire un peu trop bien». Il y a un moment, l'humanité se dit: «OK, on a compris». On a fait de la merde, donc en fait, on arrête de toucher la nature. On s'enferme, le peu qui reste, hein, on les enferme dans, les cités-bulles, un fameux trope de l'ASF mmh, aussi. Aujourd'hui, on sait très bien faire, des écosystèmes, autonomes, régénératifs, donc on n'a pas besoin de tant de choses que ça, et on fait des choses, un mode de vie qu'on imagine idéal. Rien n'est idéal, mais qu'on imagine idéal, où tout fonctionne et où chacun peut, laisser, libre cours à ses envies et où au final, on a aussi traité d'une certaine façon cette question de la vieillesse, hein, qui est aussi un trope, mmh, récurrent, une question très actuelle, et on ne vieillit plus ou très, très, très lentement. Mais pour ce faire, ça se joue à un niveau hormonal. Il n'y a pas de voilà, hein, je crois qu'il y a pas de question, c'est les hormones qui régulent tout notre être et qui aident aussi, les hormones via les protéines, le fait que ça bouffe les bouts d'ADN et cetera, qui provoquent la vieillesse. Donc on résout la question de la vieillesse, mais par les hormones, on se déstabilise et du coup, on ne peut plus faire d'enfants. Et en même temps, est-ce qu'on a encore un désir d'enfant vu qu'on a plus besoin de transmettre aussi? C'est cette question que je me suis posée et mmh, heu voilà, dans cette humanité qui vit sous cloche, là aussi, c'est le même ressort narratif que Hope. C'est, bah, la vie est encore là et à un moment, il y a quelqu'un qui va avoir envie de faire différemment et va avoir envie de transmettre. C'est quoi la vie? Et la vie, j'aime beaucoup, alors je sais plus cette philosophe, mais on dit souvent la vie, c'est l'opposé de la mort. Non, la mort, c'est l'opposé de la naissance et la vie, c'est l'espace qui est entre la naissance et la mort. Et du coup, voilà, comment on appréhende cet espace-là et de dire: «Mais moi, je vis cet espace-là et je transmets et je crée un autre espace en donnant naissance». Ce qui engendre aussi ma propre mort, c'est notre écosystème. La définition de la vie, presque, c'est peut-être plus ça que enfin si, c'est ça, c'est la transmission d'ailleurs, je le disais tout à l'heure. Donc voilà, je suis l'histoire de Camille, qui est une jeune femme enceinte, qui est en couple, et qui cherche un endroit où élever son enfant et dans la cité bulle, il y a plus d'enfants, il y a tous les gens la regardent un peu bizarrement parce qu'elle est enceinte. Donc je me suis servi un peu de mon expérience personnelle qui est inverse, disant: «Je ne veux pas d'enfant» et alors là, surtout quand vous avez entre 30 et 40 ans, vous êtes en couple hétérosexuel, bien impliqué, tout ça, tout le monde vous regarde avec des gros yeux. Bah, j'ai aussi imaginé un monde où c'est l'inverse. C'est de faire un enfant qui est étrange et cette pulsion, d'amour va la faire sortir de la cité et se reconnecter avec la nature qui, pour le coup, a été tellement déifiée que ça devient incompréhensible, d'avoir certaines, actions envers la nature et c'est découvrir le mode de vie, montagnard qui est notre mode de vie aussi actuel on utilise des animaux, il y a l'élevage, il y a des services communs, il y a un cercle régénératif qui existe. Bah, c'est aussi, bah, montrer d'un œil neuf
cette chose et se dire ce qui pour nous est basique, bah, peut-être que dans le futur ça le sera pas et en fait, on a toujours plusieurs façons de voir un objet, en fait. Oui, puis, enfin, puis je sais pas, puis c'est, là, en t'écoutant, je c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est effectivement la place que tu donnes à la nature dans ton écriture. L'importance que tu lui donnes aussi bien, conceptuellement, si je peux utiliser ce gros mot, que, en tant que ressenti. C'est vraiment, c'est presque physique, quoi. On la sent cette neige, on sent le contact avec les êtres vivants, l'atmosphère, enfin c'est aussi une belle chose dans ton écriture, enfin, en tout cas, moi, j'y suis très sensible parce que, du coup, c'est puis moi, la montagne, je peux la regarder, elle est juste derrière moi. Ouais. Alors pour finir, puisqu'en fait, j'aurais encore plein de choses à te demander, mais on a explosé notre compteur Moi-même, temporel. suivre des lives de plus de 2 ou 3 heures, j'y arrive pas, donc oui, c'est bien de conclure aussi. Il y a pas de souci. Donc, alors en fait, ce que je voulais te dire, c'est, bah, justement, qu'est-ce que tu as comme projet là? Là, tu as parlé d'un roman. Qu'est-ce que tu es Oui, en train d'écrire? là, alors qui en fin d'écriture, donc j'attends les dernières corrections éditoriales. Mon prochain, ça sera Station Symbiose, chez les éditions Critiques. Donc vous avez compris à qui je dois énormément de Mmh. choses. Et du coup, je suis très, très, très heureuse de faire partie de la team d'autrices. Ça, c'était un grand rêve et merci à Eric et à toutes les équipes et du coup, ils m'ont sollicité pour de la jeunesse, c'est vrai que, ben, voilà, bah, continuer, dans cette transmission-là, ça m'a beaucoup parlé et du coup, je vais écrire, du là, pour le coup, du space opéra. On n'est plus sur une planète, on est sur une station. On est sur une station très, très baroque avec plein d'aliens différents. Là, je me suis éclatée. C'est un peu Mmh. ambiance, Monstres et compagnie. Il y a plein de trucs de plein de formes différentes. Parce que ça aussi, dans les tropes de SF, les aliens qui sont anthropomorphes avec 2 yeux, une bouche et qui communiquent par l'oral et enfin, non. Là, voilà, il y a toutes formes. Il y a des formes minuscules, des formes énormes. Il y a des jeux sur la gravité, sur, l'oxygène, sur les façons de communiquer. Enfin, vraiment, je me suis éclatée. J'ai adoré écrire ce bouquin. Il est sorti tout seul. Mmh. Et du coup, bah, je vais encore questionner le vivre ensemble, dans cet univers très, marrant, très baroque. En fait, les humains, sont, tout en bas de l'écosystème. J'ai inversé ce qui se passe sur la planète où on est avec les prédateurs tout en haut, je mets tout en bas. J'imaginais que les humains, ils vivent moins longtemps que les aliens, qu'ils comprennent moins, les choses, ils parce que le cerveau est moins gros, enfin plein de choses qui font que, bon, bah, en gros, ils récurent les toilettes et ils travaillent à, l'usine d'épuration. Et je suis l'histoire, d'une jeune fille, dont la maman travaille à l'usine d'épuration, puis du jour au lendemain, pouf, son équipe et elle sont incarcérées parce qu'il y a un problème. Sauf que comme les humains ne comprennent pas tout des aliens, ils comprennent pas la langue, ils sont pas, voilà, ils sont vraiment très isolés et en plus ils ont peur de faire quoi que ce soit parce que, la règle sur Station Symbiose, la station qui est, le pour avoir le droit d'être dans, l'espace galactique, il faut montrer qu'on est capable de vivre en symbiose avec tout le monde, et en harmonie, c'était le thème des Utopiales. On peut être différent, pas avoir les mêmes règles, mais on est capable de vivre ensemble et on est capable de rentrer dans une boucle régénérative. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose à l'autre, et qui fait qu'il y a un écosystème, surtout dans l'espace, c'est important parce que tout est très fragile, donc il y a un écosystème on se rend Mmh. service mutuellement. Et donc les humains, si on est une espèce, qui ne rentre pas là-dedans, bon ben, d'accord, mais tu restes sur ta planète, tu viens pas dans le vivre ensemble puisque tu rentres pas là-dedans. Et les humains, comme ils ont plus de planète, là aussi je suis très Mmh. optimiste, Oui, là, en tu fait, as ils peuvent pas se permettre, de pas rentrer dans le truc parce que sinon, on les vire dehors et puis ils ont aucun moyen de lutter contre ça, donc ils osent pas. Ils osent, OK, ils ont incarcéré, on sait pas pourquoi, on comprend pas, mais c'est pas grave, on dit rien. Et du coup, je suis Myrina, une jeune fille qui elle est pas d'accord et qui va se rebeller contre ça et qui va en fait s'associer, par la force des choses à un alien, un peu bizarre, qui est télépathe mais qui lui n'a absolument aucun membre, aucun enfin vraiment un truc très, très bizarre, très imbu de lui-même, et ensemble, ils vont apprendre à vivre ensemble et à communiquer, ensemble avec les autres et c'est très là, pour le coup, on n'est pas dans le même style que Hope, c'est très marrant. Enfin, en tout cas, moi, je me suis bien marrée, Lucie me d'accord. relie, elle me met des commentaires en mode: «Ah lol!» et cetera, donc je suis trop contente. Donc Mais, c'est très marrant en
il y a un fond aussi, je voilà, sur le vivre ensemble, sur le ouais deuil, sur, plein, plein de choses, très sérieuses aussi derrière. et je pense que la biologiste a dû s'amuser. Ouais, donc ça, c'est dans les rails normalement. Si tout va bien, je touche du bois, c'est pour mai 2025 et c'est vrai que, ouais, celui-là, je l'ai écrit vraiment pour moi, pour le coup, pour la jeune fille que j'étais et pour parler aux jeunes d'aujourd'hui. Donc j'espère que aux jeunes, petits et grands, parce que je pense que ça plaira aussi, à des un peu plus grands. Ah bah, écoute, on va surveiller donc Critique pour, mais je savais pas qu'ils avaient une ligne jeunesse, une C'est nouveau, elle date d'il y a 1 an. Ils ah ont d'accord, démarré avec, Marine Sivant qui a fait Le Cri des chimères. Ils ont republié, Gurvan de, Pigiero et là vient de sortir, Dragonard de Joanne Elio. Il y a un d'accord. Romain Benassaga aussi, je sais plus son titre, mais qui va sortir, soit en même temps, soit juste avant, Station Symbiose. Ah d'accord, donc on va surveiller cette nouvelle collection et puis surtout ton livre, la sortie de ton livre. Toute la collection, je pense. Voilà. J'espère Bon, que Station Symbiose y fera honneur. Bon, pour bon bah l'instant, ils ont ça l'air pleins zéza, donc ça part ouais. plutôt bien. Bah, écoute et puis un peu d'humour, c'est toujours agréable, hein, Ouais, ça surtout en ces temps un peu difficiles. Bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a bien discuté. Je t'ai pas ouais, posé la moitié des questions que je voulais te poser, mais ça sera une occasion différente. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton temps et puis, bah, écoutez, je dis à ceux qui nous écoutent, lisez donc Hope chez Timelapse, ouais, timelapse, que et qui donc, qu'on peut trouver en ligne, en en tant que librairie. livre numérique, autant qu'en livre papier, qui est un très, très beau roman. Chez Et les puis libraires aussi. Il suffit de le commander chez les libraires, voilà, enfin, ça je marche dis en aussi. ligne pour Ouais, le en fait, je pensais à l'e-book. ouais, Et puis c'est Neige, je ne sais pas comment on peut y accéder parce que c'est de la publication. C'est sur ton blog ouais. peut-être? Où on va le s Neige sur mon site, mon petit site web, hein, qui est vraiment, pareil, ce que je sais faire avec, mes petites mains, mais le module d'achat fonctionne, donc en fait, vous pouvez, soit acheter l'e-book, pour 2 €, soit le format papier avec la magnifique couverture qui oui, est de Clémentine, c'est ma sœur qui m'a fait, mmh, la couverture, donc c'est vraiment mmh, un livre et mon autre sœur qui l'a relu, enfin, c'est vraiment un livre qui me tient à cœur et du coup, il est disponible directement auprès de moi, comme ça, vous mettez une petite note, je le dédicace et je vous l'envoie par la poste super et puis bien sûr, il y a Amazonie et spatiale qui est un projet, de plusieurs écrivains qui ont travaillé ensemble. C'est ouais, pas, j'ai fait un appel à texte et on ouais, chacun dans son coin écrit. C'est vraiment un travail, qui est assez intéressant aussi pour ça parce que donc il y ouais a et je pense pour Amazonie spatiale, comme on a fait il y a 15 jours la conférence des Utopiales, qui va bientôt être mise en ligne. Si vous voulez en savoir plus, bah, du coup, il y a la conférence avec, Michael Rox, Liliane Egard et moi-même. Donc on parle un peu plus, du projet, du si projet, puis ouais, bon le lire. ouais, De lire surtout. Voilà, bah, écoute, je te remercie, je te dis au revoir, puis à très bientôt, hein, dans d'autres, les aventures littéraires, hein. En tout oui. cas, merci beaucoup, Noémie Merci, Lemos et à très bientôt. ouais, Au revoir. merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonne journée, soirée à toutes ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci de votre attention.